Entre 1939 et 1945, l'Europe a été le théâtre d'une guerre sans précédent. Deux blocs militaires se sont affrontés avec des ressources dépassant tout conflit antérieur. L'Allemagne, avec ses alliés à Rome et à Tokyo, a lancé une offensive qui a commencé avec l'entrée en Pologne et s'est étendue par des attaques rapides sur différents fronts. Les troupes soviétiques, britanniques et américaines ont répondu depuis différents points de la carte, marquant des épisodes clés dans des villes comme Dunkerque, Stalingrad et Berlin. En parallèle, des millions de personnes ont été persécutées, emprisonnées ou exterminées pour des motifs raciaux, idéologiques ou stratégiques. Lorsque les bombes ont explosé sur Hiroshima et Nagasaki, la guerre avait déjà fait un nombre incalculable de morts et laissé un continent divisé. La puissance militaire allemande s'est désintégrée tandis que les villes étaient réduites à des ruines et que les structures internes s'effondraient sans résistance organisée. Les figures qui dominaient auparavant les discours publics ont été supplantées par le silence de ceux qui tentaient de survivre. Comment cette chute a-t-elle été vécue de l'intérieur ? Qu'ont réellement pensé les soldats, les commandants et les techniciens du Reich tandis que tout s'écroulait autour d'eux ? Le démarrage de la machinerie économique nazie. Au moment où Hitler a pris le pouvoir, le régime a commencé à esquisser un modèle économique qui devait soutenir non seulement sa permanence politique, mais aussi la future expansion territoriale. L'idée d'une économie fermée, pilotée par l'État et subordonnée à des fins militaires, n'a pas été une conséquence de la guerre, mais sa condition préalable. Dès les premiers décrets, le Troisième Reich a converti la croissance industrielle en un objectif stratégique, renforçant les alliances avec les grandes entreprises qui s'adapteraient à une production orientée presque entièrement vers les exigences de l'armement. Ce processus n'a pas été immédiat, mais il a été planifié avec une minutie qui dépassait le calcul économique et s'approchait d'une logique de mobilisation permanente. Le point de départ était une Allemagne frappée par la crise financière et le chômage massif. Mais loin d'opter pour des politiques orthodoxes, le nouveau gouvernement est intervenu de manière agressive sur les marchés. La clé a consisté à générer une augmentation rapide des dépenses sans disposer de réserves. Pour y parvenir, ils ont conçu un système de dette intérieure caché qui a permis de financer le réarmement sans recourir à des prêts internationaux. Ce mécanisme, basé sur des billets à ordre émis par des entités proches du régime, a fonctionné comme une ligne de crédit parallèle avec un contrôle externe limité. La création de l'entreprise MEFO a servi précisément à canaliser ces ressources vers la production d'armes et de matériaux stratégiques sans qu'elles n'apparaissent comme des postes budgétaires officiels. Le résultat a été une croissance spectaculaire de l'emploi et de la production dans des secteurs spécifiques, notamment la sidérurgie et la chimie, qui ont reçu des subventions directes en échange de la garantie de fournitures à la Wehrmacht. Les relations avec des conglomérats tels que I.J. Farben et Krupp se sont intensifiées dès le début. Ces sociétés n'ont pas seulement signé des contrats avantageux, mais ont aussi collaboré activement à la reconversion de leurs usines pour approvisionner l'armée. L'État fixait des objectifs, allouait des ressources et garantissait les commandes, tandis que les entreprises privées conservaient la gestion interne. Il s'agissait d'une alliance où les deux parties acceptaient une subordination partielle en échange d'avantages garantis et d'une projection à long terme. La logique derrière cette expansion n'était pas seulement défensive. Très tôt, les stratèges économiques du régime ont envisagé la nécessité d'étendre l'espace productif allemand au-delà de ses frontières. Le concept d'autarcie n'impliquait pas l'isolement complet, mais la domination sur des territoires riches en matières premières essentielles. Les importations depuis l'Amérique du Sud ou l'Asie du Sud-Est étant instables, la seule alternative était de contrôler des zones européennes proches. Cette idée s'est traduite par des programmes de substitution des importations visant au développement de produits synthétiques, tels que le caoutchouc artificiel et les carburants dérivés du charbon. Mais à long terme, l'objectif était de s'approprier les sources naturelles en Europe orientale, anticipant déjà une économie de guerre étendue au-delà de la carte nationale. La planification s'est structurée par étapes. Après une première phase de stimulation et de reconstruction industrielle, le régime est passé à la conception de ce qu'on a appelé le plan quadriennal en 1936. Cette initiative, coordonnée directement par Göring, fixait des objectifs explicites d'autosuffisance militaire,
d'expansion productive et de réduction de la dépendance externe. Les investissements publics étaient dirigés avec une précision chirurgicale vers les secteurs que l'armée considérait vitaux pour une guerre à grande échelle. Cela incluait non seulement l'armement conventionnel, mais aussi l'infrastructure logistique, les réserves de métaux stratégiques et les réseaux de transport blindés contre d'éventuels blocus. Le plan quadriennal a complètement transformé la carte économique du pays. Des pôles industriels artificiels ont surgi dans des régions jusque-là agricoles, et des complexes miniers et métallurgiques ont été consolidés, répondant directement aux priorités de l'état-major. Chaque usine, chaque embranchement ferroviaire et chaque centrale énergétique ont été intégrés dans un système où le temps de paix n'était plus un objectif en soi, mais une phase de préparation. La guerre n'était pas planifiée comme une éventualité future, mais comme une conséquence inévitable des besoins du modèle. Pendant ce temps, la dette augmentait de façon apparemment incontrôlée. Le système MEFO continuait d'émettre des billets à ordre, mais l'ampleur des obligations commençait à dépasser la capacité réelle de paiement. Pour éviter une crise financière, le régime a imposé des contrôles des prix, gelé les salaires et restreint la libre circulation des capitaux. Les exportations n'étaient encouragées que dans la mesure où elles apportaient des devises utiles pour importer des matériaux stratégiques. Le reste du commerce a été soumis à des accords bilatéraux où l'Allemagne fixait des conditions d'échange favorables, notamment avec des pays de l'Europe du Sud-Est qui allèrent bientôt devenir des satellites économiques. L'un des éléments les plus révélateurs de la période fut la manière dont les décisions militaires ont déterminé la structure même de l'économie. Les projections de consommation d'acier, de munitions ou de carburant ne se basaient pas sur des calculs rationnels de défense, mais sur des modèles opérationnels qui assumaient la nécessité d'attaquer d'abord pour éviter l'effondrement financier. Autrement dit, l'offensive n'était pas seulement une ambition politique, mais une issue structurelle au dilemme économique créé par le régime lui-même. L'accumulation de dettes, la surproduction guerrière et la rigidité du commerce extérieur ne laissaient comme seule voie viable que l'appropriation de ressources par la force. Ainsi, le début formel du conflit en 1939 n'a pas marqué une rupture du modèle économique, mais sa confirmation. L'invasion de la Pologne fut, en termes financiers, une extension logique du programme économique conçu des années auparavant. En quelques mois, les industries lourdes ont augmenté leurs équipes, les champs occupés ont été réorganisés pour produire en fonction des besoins du Reich, et les voies ferrées ont été adaptées pour acheminer les matières premières vers le cœur de l'Allemagne. Le pillage économique n'a été ni improvisé ni désordonné. Il a répondu à des plans élaborés par des techniciens qui avaient étudié chaque variable bien avant le déclenchement de la guerre. En parallèle, l'armée a multiplié ses exigences. Chaque unité déployée devait être équipée, nourrie et transportée avec des intrants produits en série selon des normes strictes d'efficacité. Cela a obligé à accélérer encore la mécanisation, la standardisation des pièces et la formation de chaînes logistiques coordonnées entre les ministères, les entreprises et les unités opérationnelles. Le modèle de production de guerre absorbait tout l'appareil d'État et ne laissait pas de place aux activités qui n'étaient pas alignées sur les objectifs de conquête. Même l'agriculture a été réorganisée pour garantir l'approvisionnement des troupes avant la consommation civile. Pour maintenir ce rythme sans précédent, le régime a eu recours à des mécanismes de pression de plus en plus autoritaires. La participation des entreprises n'était plus optionnelle, et les déviations par rapport au plan pouvaient être considérées comme du sabotage. Les quotas de livraison, les contingents de matières premières et les contrôles sur l'affectation de la main-d'œuvre ont transformé les entreprises privées en rouages subordonnés à une machinerie de mobilisation totale. Dans cette structure, le capital ne circulait librement que dans la mesure où il respectait les limites définies par l'état-major et les comités de planification. En arrivant à 1940, l'économie allemande ne répondait plus à des principes conventionnels. Les objectifs productifs étaient fixés exclusivement par des critères militaires, et chaque composant du système économique était subordonné à l'effort de guerre. Il n'existait pas de marge réelle pour le désaccord, ni d'espace pour la spontanéité. Ce qui avait commencé comme une stratégie pour sortir de la crise s'était transformé en une structure rigide qui ne pouvait se maintenir que par une expansion constante. Et la prochaine étape était déjà tracée dans les bureaux de ceux qui avaient uni dès le début les cartes économiques aux cartes militaires. La marque Hitler, comment une guerre a été vendue. L'ascension du régime s'est soutenue dès le début sur une stratégie communicative délibérée,
construite pour transformer un homme politique extrémiste en une figure totémique. Dès les premières années du parti, l'exposition visuelle de son chef s'est articulée comme une campagne coordonnée, où chaque image, parole et geste étaient calculés pour renforcer un message central, l'autorité incontestable. La figure de Hitler a été sculptée à l'aide de ressources propres à la publicité commerciale, combinant des techniques modernes avec une obsession minutieuse pour le contrôle de l'apparence, et aucune intervention n'était laissée au hasard. La rhétorique agressive, les silences prolongés, les accents soudains, tout répondait à une logique scénique précise. La scène était préparée comme un théâtre, où le projecteur éclairait toujours un seul protagoniste. Les premiers matériaux visuels diffusés dans la presse, les brochures et les fresques murales évitèrent de montrer le chef comme un politicien traditionnel. Il était projeté dans des positions élevées, avec des cadrages pris d'en bas ou marchant au milieu de foules qui le regardaient avec dévotion. Les prises répétèrent des schémas iconographiques religieux, mains levées, regards dirigés vers le ciel, fonds avec des lumières intenses ou des drapeaux flottants. Il ne s'agissait pas de diffuser des idées, mais de provoquer des sensations. La construction du mythe personnel était partie intégrante de la structure du pouvoir. Hitler n'était pas présenté comme un homme parmi d'autres, mais comme un symbole en soi, porteur de destin. La conception des événements publics répliquait des modèles scénographiques propres au spectacle. Les rassemblements nocturnes, éclairés par des torches, étaient organisés pour provoquer une atmosphère rituelle dans laquelle le chef émergeait, non pas comme un orateur, mais comme une figure messianique. Les uniformes, les saluts synchronisés et la musique martiale renforçaient l'idée d'appartenance à un corps mystique, et chaque acte consolidait la narration centrale. Obéir n'était pas un acte rationnel, mais une réaction émotionnelle inévitable. L'émotion supplantait la pensée, et dans cette logique, le symbole dépassait l'argument. Les discours étaient écrits avec un rythme presque hypnotique. Les pauses, les répétitions calculées et les changements de ton généraient une réponse physique chez les participants. Les mots étaient réduits à des slogans brefs, mémorisables, facilement criés en chœur, et le nom du chef était prononcé comme un mantra collectif dont la présence remplaçait l'idéologie. L'objectif n'était pas de convaincre, mais de conditionner. La propagande n'informait pas, elle endoctrinait. L'essentiel n'était pas le contenu, mais la forme. La photographie officielle fut également un outil décisif. Il ne s'agissait pas de capturer des moments spontanés, mais de produire des scènes contrôlées, où chaque détail renforçait l'image projetée. La tenue, le cadrage, l'expression faciale, tout était supervisé. Pendant des années, les images détendues ou familiales furent évitées. Le visage devait rester sévère, concentré, impassible. Ce n'est qu'après la consolidation du culte que de légères variantes furent permises, montrant une humanité contenue, mais même ces versions étaient soigneusement chorégraphiées. Le cinéma devint une arme narrative sans précédent. Les films montrant les rassemblements massifs omettaient délibérément tout signe de dissidence ou de bruit. Les prises sélectionnaient seulement des angles favorables, masquaient les vides et amplifiaient les gestes collectifs. Les mouvements de caméra suivaient une logique circulaire, enveloppante, qui induisait une sensation d'unité sans faille. Le son, manipulé en studio, renforçait les applaudissements et amplifiait les acclamations. La caméra cessait d'être un témoin pour devenir co-auteur du récit. Les affiches reproduisaient sans relâche les traits faciaux du Führer, front large, sourcils froncés, mâchoire ferme. L'esthétique visuelle évitait toute contradiction, il n'y avait pas de place pour le doute. Les traits se transformaient en icônes grâce à une simplification clé, où tout élément qui introduisait de l'ambiguïté était exclu. Le visage du chef devait être reconnaissable dans n'importe quel format, d'une pièce de monnaie à une carte postale, et cette répétition obsessionnelle avait une fonction stratégique: éliminer la distance entre la figure et le message. Les slogans accompagnaient l'image comme un écho constant, bref, catégorique, sans nuance. Il est l'Allemagne, un peuple, un chef, un chemin. La structure était toujours binaire. Eux contre nous, ordre contre chaos, lumière contre obscurité. On ne faisait pas appel à des arguments, mais à des pulsions, et pour cela, on utilisait les mêmes techniques que dans les campagnes commerciales. Répétition, association émotionnelle, saturation. L'espace urbain fut transformé en une extension de l'appareil communicatif. Les drapeaux n'étaient pas une décoration, ils étaient des marqueurs territoriaux, et l'iconographie du régime se déployait sur les façades, les places, les gares, les bureaux.
Chaque lieu devait rappeler à l'individu son appartenance à l'ensemble. L'omniprésence du symbole empêchait toute neutralité. Même le silence devenait suspect. Dans les années précédant le conflit total, la figure du chef fut séparée de l'action concrète. Alors que l'appareil d'État prenait les décisions, l'image publique du Führer restait propre, intacte. Il était représenté comme penseur, stratège, guide moral, jamais comme gestionnaire ni administrateur. Cette division permettait de transférer les responsabilités sans éroder le culte. Si quelque chose échouait, c'était la faute des subordonnés. Si quelque chose fonctionnait, c'était le mérite du chef. C'est ainsi que l'aura d'infaillibilité était renforcée. Les défilés de troupes, organisés avec une précision millimétrique, n'étaient pas seulement des exhibitions militaires, mais des chorégraphies symboliques. Le pas synchronisé, les formations géométriques et les saluts en bloc transformaient le corps humain en instrument visuel. La masse cessait d'être informe pour devenir figure, et l'harmonie physique projetait l'ordre mental. Le message était clair. Le désordre restait à l'extérieur, la discipline était à l'intérieur, et au centre, celui qui ordonnait, le Führer. Les publications juvéniles et scolaires diffusaient des versions édulcorées du même mythe. Les récits montraient le jeune Hitler comme un modèle de dévouement, de discipline et de dépassement de soi, et les dessins d'enfants le plaçaient à côté d'animaux nobles ou de paysages lumineux. L'histoire était réécrite comme un conte de rédemption, et la biographie se transformait en légende. La distance entre réalité et fiction disparaissait. Ce qui importait n'était pas la véracité, mais l'efficacité symbolique. Même les silences faisaient partie du spectacle. L'absence de réponse sur certains sujets renforçait l'aura de mystère. Ne pas expliquer certains actes engendrait des rumeurs, mais aussi de la révérence. Le pouvoir du symbole résidait dans son ambiguïté. Moins il disait, plus les autres projetaient. La propagande ne comblait pas les lacunes, elle les créait, et c'est en elle que s'insérèrent les émotions collectives. Rien de tout cela n'a été improvisé. Chaque geste, chaque mot, chaque image répondait à une logique d'occupation totale de l'imaginaire. Il ne s'agissait pas seulement d'imposer une figure, mais de coloniser le regard. Celui qui observait était déjà impliqué. Le culte au Führer n'était pas un phénomène spontané, mais un produit conçu, produit et diffusé comme une machinerie précise, aussi efficace que n'importe quelle arme déployée sur le champ de bataille. Les cieux du Reich, gloire et ruine de la Luftwaffe. Durant ces premières années, la force aérienne allemande grandit dans le secret, alimentée par un mélange d'ambition militaire et de vision stratégique qui trouvait un soutien dans les hautes sphères du nouveau régime. Bien que le traité de Versailles ait imposé des restrictions explicites, ces clauses furent rapidement contournées grâce à des programmes d'entraînement et de développement aéronautique secrets qui se déroulaient dans d'autres nations. Une fois qu'Hitler consolida son contrôle, cet appareil occulte sortit de l'ombre et fut transformé en une force imposante, avec Hermann Göring à sa tête. Sa figure, empreinte d'arrogance et symbole du nouveau pouvoir aérien, devint l'un des piliers visibles de la réorganisation militaire. Sous sa direction, le nouveau corps reçut de grands budgets, des installations modernes et un accès direct à des innovations technologiques qui plaçaient ses avions à l'avant-garde. L'enthousiasme avec lequel l'aviation fut encouragée fut parallèle au développement d'un imaginaire de suprématie aérienne. La Luftwaffe n'était pas seulement un instrument de guerre, elle représentait également une forme de prestige national qui s'accordait parfaitement avec le ton héroïque que le régime cherchait à projeter. Lors de ses premiers affrontements, ce déploiement fut impressionnant. La campagne en Espagne, utilisée comme terrain d'essai, servit à mettre au point des escadrons, à éprouver des tactiques et à affiner des manœuvres de bombardement avec une efficacité destructive qui attira l'attention du monde. La formation des pilotes, les standards de maintenance et la qualité de l'équipement plaçaient l'aviation allemande dans une position privilégiée, prête à assumer un rôle central dans les conflits suivants. Les divisions terrestres se déplaçaient avec le soutien constant de bombardiers tactiques et de chasseurs qui ouvrèrent la voie grâce à une combinaison létale de vitesse et de surprise. Cette coordination éleva sa réputation au niveau du mythe, avec des escadrons considérés comme invincibles. Les opérations sur la Pologne, la Norvège et la France confirmèrent cette image, où le contrôle de l'espace aérien semblait complètement assuré. Les formations ennemies étaient désorganisées ou directement anéanties avant de pouvoir réagir.
Cette supériorité permettait d'avancer sans avoir besoin de grands contingents, et l'air devint un territoire clairement dominé. Cependant, cette série de succès cachait des défauts internes qui ne furent pas corrigés à temps. À mesure que le conflit se prolongeait et s'étendait à plusieurs fronts, les limitations structurelles commencèrent à se faire sentir. L'excès de confiance conduisit à négliger des aspects logistiques essentiels, tels que la maintenance prolongée des flottes ou le renouvellement systématique du personnel spécialisé. Les usines travaillaient sans arrêt, mais n'atteignaient pas le rythme nécessaire pour compenser les pertes croissantes. De plus, de nombreux modèles d'avions qui avaient été efficaces durant les premières années montraient des lacunes face aux nouvelles technologies déployées par les adversaires. Le manque de moteurs plus puissants, de blindages efficaces ou d'autonomie de vol suffisante devint critique sur plusieurs théâtres d'opération. Le coup le plus retentissant porté à l'image d'invulnérabilité arriva avec l'échec de la tentative de neutraliser la Grande-Bretagne depuis les airs. La campagne de bombardement, attendue comme une étape décisive, se transforma en une démonstration claire des limites réelles. La défense aérienne britannique répondit avec intensité, et l'usure des pilotes, des machines et des réserves techniques fut beaucoup plus importante que prévu. Cette étape marqua un changement de rythme pour la Luftwaffe, qui cessa d'avancer et commença à perdre du terrain face à une résistance de plus en plus organisée. Les attentes s'effondrèrent à mesure que les rapports montraient des escadrons entiers décimés et l'incapacité d'atteindre les objectifs établis. Ce qui semblait auparavant infaillible se transforma en une structure fissurée qui ne pouvait plus supporter la pression accumulée. Le commandement, loin de se réorganiser, sombra dans des décisions contradictoires. Göring, accroché à ses privilèges et dépourvu de réponses pratiques, passa de symbole de la force aérienne à une figure remise en question, même au sein de son cercle le plus proche. Les luttes intestines, les favoritismes dans l'allocation des ressources et l'absence de révision réelle des tactiques accélérèrent la détérioration. L'aviation, qui avait été planifiée comme un outil polyvalent et dominant, fut entraînée vers un usage défensif qui contredisait sa conception originale. Les opérations se concentrèrent sur la protection des territoires occupés, la répulsion des incursions massives et la couverture de front où la retraite était inévitable. Cette transition exposa encore davantage les lacunes du système et la désorientation de ses chefs. Dans la phase finale du conflit, la Luftwaffe opérait dans des conditions précaires. Les bases aériennes étaient mobiles ou improvisées, avec une couverture technique limitée. Les escadrons, de plus en plus réduits, partagèrent des pièces entre les aéronefs pour les maintenir en vol. La formation des pilotes fut réduite au strict minimum, et beaucoup décollaient sans avoir complété l'entraînement de base. Bien que des technologies prometteuses, comme les avions à réaction, aient été introduites, leur déploiement fut tardif et marginal. Ce qui fut autrefois une force dominante se transforma en un réseau dispersé, contraint d'agir en fragments et sans possibilité de reprendre l'initiative. La chute de la Luftwaffe ne fut pas seulement le résultat d'un affrontement avec des ennemis mieux préparés. Elle reflétait également la fragilité d'un modèle construit sur des illusions de grandeur et soutenu par des décisions politiques qui ignorèrent les avertissements des commandants intermédiaires. Ce qui commença comme une promesse de suprématie se termina comme une structure brisée, incapable de soutenir le poids de la guerre qu'elle avait contribué à déclencher. Le front qu'ils n'oublièrent jamais, soldats allemands à l'Est. Dès les premières lueurs du 22 juin 1941, les convois allemands traversèrent la frontière orientale avec une précision qui ne laissait aucune place au doute. Le terrain s'ouvrait devant eux en lignes interminables de blé et de poussière, où chaque division avançait sans s'arrêter, rythmée par le bruit constant des moteurs et le grincement des chenilles. L'opération Barbarossa se déployait comme un calcul méticuleux, avec des cartes déjà tracées avant que les premiers tirs ne retentissent. Les soldats n'échangeaient pas de mots inutiles. Certains regardèrent vers l'horizon, d'autres ajustèrent leurs armes ou buvaient de l'eau chaude. Tout se mouvait au diapason d'une chorégraphie d'acier qui semblait ne pas avoir besoin d'instructions. À mesure qu'ils s'enfonçaient à l'intérieur soviétique, les premiers villages démolis par l'artillerie apparaissaient comme des cicatrices récentes sur la terre humide. Les colonnes de fumée s'échappaient des toits brisés, et l'on voyait, parmi les débris, des animaux morts et des outils abandonnés. L'ennemi semblait s'être évanoui, bien que des tireurs embusqués restassent cachés parmi les arbres,
À certains endroits, les blindés s'arrêtaient pour dégager les nids de résistance, tandis que les sapeurs inspectaient les chemins à la recherche de pièges. Les ordres arrivaient rapidement. Il n'y avait pas de temps pour les évaluations. Seule l'action comptait. L'objectif était d'avancer, et chaque minute d'hésitation pouvait signifier une embuscade inattendue. Durant les semaines suivantes, les rapports décrivaient la même scène répétée sur différents tronçons du front. Villages incendiés, ponts détruits, camions embourbés, et soldats exténués traversant des paysages de plus en plus hostiles. Sur les visages se remarquait la marque de la poussière sèche et de la sueur constante. La chaleur était suffocante, et les brèves averses ne faisaient qu'empirer l'état des chemins. Parfois, les hommes traversaient des zones marécageuses en silence, l'eau jusqu'à la taille, tenant leurs fusils au-dessus de la tête, tandis que les chevaux restaient piégés entre les racines. Certains se noyaient sans que personne ne puisse s'arrêter pour les secourir. En arrivant aux rives du Dnipr, les commandants réorganisèrent les colonnes pour contourner les défenses soviétiques qui avaient réussi à se consolider. Les villes étaient prises après des combats acharnés qui duraient des jours. Dans les ruines, on trouvait des corps brûlés, des douilles vides, des uniformes déchirés. L'artillerie allemande ouvrait la voie avec un fracas incessant, tandis que les chasseurs survolèrent les positions ennemies en tirant en piqué. Quand la poussière retombait, les divisions continuaient d'avancer, laissant derrière elles les décombres qui furent autrefois des places et des écoles. Les cartes étaient corrigées quotidiennement, car les conditions du terrain et la résistance de l'ennemi ne coïncidèrent pas avec les calculs initiaux. Les chefs de régiment commencèrent à signaler des défaillances logistiques. Le carburant n'arrivait pas à temps, les véhicules s'arrêtaient faute de pièces de rechange, et beaucoup d'hommes marchaient sur des kilomètres traînant leurs sacs à dos et leurs armes. Les bottes mouillées causaient des plaies ouvertes qui s'infectaient rapidement. Le ravitaillement en nourriture devenait erratique. Certaines unités survivaient à base de vieilles boîtes de conserve et de pain durci, tandis que d'autres s'emparaient de granges vides où restaient des sacs de farine ou des oignons. Le moral commençait à se détériorer, bien que personne ne le dise à voix haute. Les commandants savaient que si les hommes percevaient une hésitation chez leur chef, tout pouvait s'effondrer. L'été fut remplacé par un automne humide qui transforma les chemins en rivières de boue. Les camions restaient piégés dans des fossés impossibles à réparer et les chevaux tombaient avec les pattes brisées. Parfois, la seule option était d'abandonner les véhicules et de continuer à pied. Les soldats couvraient leurs visages avec des écharpes pleines de terre et les chocs frontaux se faisaient plus fréquents. Les soviétiques avaient appris à se disperser, à attaquer sous différents angles, à résister avec une férocité inattendue. Les embuscades étaient de plus en plus précises et de nombreuses positions allemandes étaient assaillies pendant la nuit. Certains détachements disparaissaient sans laisser de traces et les messages envoyés depuis les radios portables n'obtenaient jamais de réponse. Quand le froid devint insupportable, les ordres de Berlin continuaient d'exiger de maintenir le rythme offensif. De nouvelles villes étaient désignées, de nouvelles lignes qui devaient être atteintes avant l'hiver. Dans les champs ouverts, on improvisait des tranchées avec des rondins et du sable humide. Les couvertures mouillées ne protégèrent pas du froid croissant. La neige apparut sans crier gare, et avec elle, les premiers symptômes de gelure. Les doigts noircissaient, les nez saignaient, les pieds ne répondaient plus à la marche. Les armes s'enrayaient à cause du gel, et les moteurs ne démarraient pas le matin. Malgré tout, les formations étaient contraintes d'avancer sans aucune possibilité de retraite. Les combats contre la population de Moscou furent uniques. Les divisions allemandes firent face à une résistance organisée, et la construction de chaque station de métro prit 10 ans. L'ennemi était fortifié, et les armes anti-chars étaient utilisées avec précision. Le terrain gelé empêchait toute position sûre, et les hommes dormaient dans des entrepôts de fortune. Certains commencèrent à se parler à eux-mêmes la nuit, tandis que d'autres passaient des heures à regarder dans le vide. Les progrès, bien que la terre fût encore au sol, n'étaient visibles que dans les congères, les véhicules abandonnés, l'humidité et les roses inexpressives. Au même moment, le commandement soviétique fut renforcé à Krasny-Ferry et commença à mobiliser de nouvelles unités de l'intérieur du pays. 3 chargements de soldats et des chars furent rassemblés et du ravitaillement fut livré chaque jour. Les refus apparurent avec peu d'espoir et de nombreuses lignes allemandes disparurent sans prévenir. Les retraites devinrent chaotiques, les soldats dispersés tentant de maintenir leur cohésion.
Personne ne donna d'instructions officielles, et les divisions se réorganisèrent afin que la marche établisse de nouvelles lignes défensives. Certains pelotons étaient isolés, pris au piège dans la neige et les tirs croisés, sans contact avec le quartier général. L'hiver a apporté avec lui une certitude silencieuse. On ne parlait plus de victoire immédiate ni d'objectifs stratégiques. Il s'agissait de survivre au jour suivant, de maintenir les armes debout, d'empêcher que les lignes ne se brisent complètement. Les vêtements durcissaient à cause du givre, les bandages collaient à la peau, les corps gelaient pendant la nuit. Beaucoup écrivaient des phrases courtes sans sens ou répétaient des gestes automatiques, le regard fixé dans le vide. Les véhicules étaient allumés toutes les 2 heures pour éviter que l'huile ne se solidifie. Les explosions se faisaient entendre de plus en plus près, et les visages ne montraient plus de surprise. Quand le dégel a commencé, les divisions étaient décimées. Les pertes n'étaient pas enregistrées avec précision. On parlait de nombres approximatifs, car beaucoup disparaissaient simplement au milieu du froid et des combats. Les ordres étaient de résister, de ne pas reculer. Toute retraite devait être autorisée. Certains régiments restèrent des jours entiers dans les mêmes positions, tirant avec le peu qu'il restait, se nourrissant de neige sale, dormant debout. L'idée d'avancer n'existait plus. La seule chose qui importait était de tenir bon. Personne ne mentionnait le début de la campagne ni les cartes tracées. Tout avait été absorbé par la même ligne blanche et immobile qui ne laissait pas voir au-delà de quelques mètres. Tuer, mourir et se taire, la guerre depuis les tranchées allemandes. Les microphones cachés derrière les murs de briques ne faisaient pas de distinction de grade et ne provenaient pas d'interrogatoires formels. Ils enregistraient simplement 2 hommes assis face à une table, parlant comme si la guerre était une partie ordinaire de leur vie. L'un racontait comment ils exécutaient des prisonniers au bord d'un fossé. Un autre se souvenait de la première fois qu'il avait assisté à une décapitation. Il le disait avec un naturel dépourvu de tension ou de culpabilité, comme s'il s'agissait d'anecdotes supplémentaires de la routine au front. Les Britanniques enregistraient ces conversations privées à l'insu des prisonniers, accumulant des heures de témoignages qui n'étaient conçus ni pour se défendre ni pour justifier quoi que ce soit. Ils parlaient parce qu'ils pensaient que personne ne les entendait. La guerre était devenue un environnement habituel, une coutume assumée sans place pour les dilemmes. Certains racontaient comment ils se débarrassèrent des corps, d'autres ce qu'ils ressentaient après avoir tiré sur quelqu'un qui n'offrait plus de résistance. Les exécutions sommaires apparaissaient dans les récits avec des détails minutieux. Le nombre de tirs, la position de la victime, l'expression du visage. Ils le racontaient comme quelqu'un qui se souvient d'un jour de travail ordinaire. On n'entendait pas de débats moraux, seulement la description directe de ce qui avait été fait et comment. Cette froideur ne naissait pas d'une cruauté individuelle, mais d'une adaptation complète à l'environnement qui imposait ses propres règles. Tuer devenait partie du paysage. Dans de nombreux enregistrements, des histoires émergeaient à propos de Russes capturés qui étaient forcés de creuser leur propre fosse avant d'être éliminés. Personne ne remettait en question l'ordre, ni ne demandait s'il était nécessaire. L'important était de savoir si la pelle fonctionnait ou si le terrain était trop dur. Ce qui pouvait générer des commentaires était la logistique, et non la mort elle-même. L'acte d'éliminer l'autre ne nécessitait pas d'explication. C'était assumé, exécuté, et l'on passait à l'étape suivante. Survivre et obéir. Il n'y avait pas d'autre logique que celle-là. Parfois, les soldats parlaient d'ennemis blessés qu'ils aidèrent brièvement pour les achever ensuite. Pour certains, c'était une forme de compassion. Pour d'autres, une manière pratique de ne laisser aucune trace. Le dilemme moral n'apparaissait jamais. Ce qui se manifestait, c'était un ton de camaraderie entre ceux qui partagèrent ces expériences, comme si raconter la façon dont ils avaient tué créait un lien silencieux. Personne ne se sentait jugé. Ce pacte tacite devenait la norme. Sur le terrain, les relations avec l'ennemi incluaient des moments où il n'y avait pas de violence immédiate. Certains prisonniers étaient traités avec une certaine courtoisie avant d'être exécutés, d'autres étaient complètement ignorés, comme si leur destin était déjà écrit. Dans ces récits n'apparaissait pas de discours sur la justice ou la haine idéologique. Ils agissaient par inertie, comme si chaque mort était un réflexe automatique exigé par l'environnement. Cela ne se résolvait pas avec des arguments, mais avec des balles. L'un des aspects les plus révélateurs de ces enregistrements était le ton avec lequel on parlait de la mort. Les exécutions, les tirs à bout portant ou la vision de corps déchiquetés étaient racontés avec la même voix neutre que celle utilisée pour parler de nettoyer un fusil ou de préparer du café.
Il n'y avait pas de dramaturgie. Tuer n'était pas une exception, c'était une pratique routinière. Cette manière de parler ne simulait pas la froideur, elle omettait simplement tout jugement. L'horreur ne disparaissait pas, mais cessait d'être nommée. Cette transformation se produisait aussi bien chez les soldats de la base que chez ceux ayant une formation préalable. Elle ne dépendait ni du grade, ni de l'idéologie, mais du temps d'exposition au front. Plus ils y passaient de temps, plus ils se montraient détachés. Même lorsqu'ils mentionnaient des méthodes cruelles, comme tirer dans le dos ou enterrer des corps sans vérifier s'ils respiraient, ils le faisaient sans orgueil ni remords. Cela faisait simplement partie de la journée. Des moments de franchise émergeaient également lorsqu'ils parlaient de leur propre vulnérabilité. Certains racontaient comment ils tremblaient après une bataille, ou évitaient de regarder dans les yeux celui qu'ils allaient éliminer. D'autres confessaient qu'ils dormaient mieux après avoir tué, car le silence de l'ennemi leur apportait du repos. Cette ambivalence n'était pas vécue comme une contradiction morale, mais comme un mécanisme de survie. Chaque mort n'était qu'une répétition de plus, sans nécessité de sens. Entre les gestes quotidiens et la mort, il n'y avait pas de barrière claire. Certains faisaient bouillir de l'eau près de corps qui fumaient encore, d'autres se couvraient avec les vêtements de soldats tombés, quel que soit le camp. Tout l'environnement était un bloc homogène de destruction, chaleur d'explosion, flaques épaisses, structures brisées, silhouettes inertes. L'exposition quotidienne à l'horreur effaçait la différence entre chair vive et reste abandonné. Personne ne faisait de discours, on ne faisait qu'accomplir des tâches. Ce qui fut un jour un ennemi devenait partie du désordre. Les conversations les plus longues tournaient autour de la peur, non pas comme un obstacle paralysant, mais comme une constante de plus, gérée comme la faim ou le froid. Il y avait des stratégies pour ne pas penser, automatiser les gestes, chanter tout en nettoyant les restes humains des armes. L'humour noir n'était pas une échappatoire, mais une partie de l'engrenage. Plaisanter sur une exécution ne la rendait pas moins réelle, seulement plus facile à raconter. À ce stade, la violence n'exigeait plus de justification. On ne parlait pas de l'ennemi comme d'un monstre, ni comme d'une menace idéologique. C'était un autre qui devait être éliminé, point final. Parfois, il y avait une mention de respect pour la ténacité adverse, mais cela n'altérait pas le destin final. Tirer, avancer, éliminer, tout le reste était accessoire. Même lorsqu'ils savaient que la guerre stagnait, que le front s'étendait sans avancée claire, et que les pertes étaient de plus en plus fréquentes, ils ne changeaient pas de ton. La possibilité de mourir était assumée dès le début. Parfois, quelqu'un se souvenait d'un ami qui n'était pas revenu, mais sans s'arrêter. La mort des autres n'était pas une nouvelle. De temps en temps, des phrases surgissaient qui révélaient à quel point la perception du tolérable s'était déformée. L'un disait qu'il s'était habitué à l'odeur du sang, un autre qu'il ne sourcillait plus en voyant une tête éclatée. Ils en parlaient comme on parle du temps qu'il fait. Ce n'était pas de l'insensibilité, c'était de l'adaptation. Trop sentir était un luxe. Se taire, exécuter et continuer était la seule façon de ne pas sombrer. Le plus troublant était que ces hommes ne semblèrent pas différents de ceux qui les écoutaient. Ce n'étaient ni des fanatiques, ni des criminels notoires. C'étaient de jeunes hommes ordinaires confrontés à une machinerie qui exigeait un engagement total. La guerre les avait déformés sans qu'ils s'en aperçoivent, leur donnant une manière de parler sèche, directe, fonctionnelle. Rien de ce qu'ils avaient vécu ne leur semblait exceptionnel, et bien qu'ils seraient ensuite libérés ou jugés pendant que durèrent ces enregistrements, leur monde était celui-là. Tranchée, ordre, cadavre, et la certitude que chaque action, aussi brutale fût-elle, n'avait pas besoin d'explication. Voici comment pensaient les hauts commandements au sein de l'armée vaincue. Le silence est devenu une habitude chez ceux qui avaient redonné des ordres pendant les années du Reich. Assis face à leurs interrogateurs, sans uniforme et la guerre perdue, les généraux allemands ont offert leur version sans interruption, tentant de recomposer le récit de ce qui fut une machinerie qui a fini par se dévorer elle-même. Ils avaient obéi, ils avaient planifié, mais ils parlaient maintenant comme s'ils étaient de simples témoins entraînés par une force supérieure. L'un après l'autre décrivait comment ils s'étaient ressentis utilisés, manipulés ou ignorés par un commandement suprême qui concentrait tout et laissait peu de marge de manœuvre. Ce qui les intéressait le plus n'était pas comment ils avaient vaincu, mais pourquoi ils avaient perdu. Et la question clé tournait autour d'une figure qui avait fini par dominer toutes les décisions. Hitler.
Au fur et à mesure que les mois passaient, les chefs de l'armée professionnelle percevaient que leurs connaissances n'étaient plus valorisées. Les stratégies étaient formulées depuis Berlin sans accepter d'objection, et l'état-major a cessé d'avoir du poids. Les ordres se réduisaient à exécuter ce que le Führer décidait sans consulter. Ce qui avait commencé comme une collaboration s'est transformé en soumission totale. Lorsque l'un d'eux osait suggérer des alternatives, la réponse était toujours la même: soupçon de déloyauté ou punition immédiate. Les généraux capturés s'accordaient à dire que l'armée avait été transformée en un outil politique. Elle ne décidait plus sur la base de critères militaires, mais d'objectifs idéologiques ou symboliques. Maintenir certaines positions, résister dans des villes sans valeur stratégique ou lancer des offensives sans préparation répondait plus à l'image de force qu'à un plan rationnel. Ils se lamentaient d'avoir accepté sans broncher ces égarements, bien qu'ils aient ensuite insisté sur le fait qu'ils n'avaient pas d'autre option. Quand ils parlaient de l'échec total, ils détournèrent l'attention vers les ressources et le temps. Ils soutenaient que les conditions matérielles n'étaient pas suffisantes pour une guerre aussi prolongée. Certains disaient qu'un second front n'aurait jamais dû être ouvert. D'autres affirmaient que le conflit à l'Est était un piège dès le début. Aucun n'acceptait que l'ambition du Reich dépassait ses capacités dès le premier moment. L'erreur, selon eux, était tactique ou de calcul, jamais morale. Pour justifier leur obéissance, certains affirmaient qu'ils cherchaient à éviter des maux plus grands. S'ils ne restaient pas au front, argumentaient-ils, d'autres moins préparés ou plus fanatiques prendraient leur place. Cette logique leur servait à expliquer pourquoi ils étaient restés à leur poste jusqu'à la fin. Ils disaient qu'ils avaient tenté d'adoucir les ordres ou de gagner du temps, mais reconnaissaient que leurs efforts ne changeaient rien. Ce qui était décidé au sommet était irréversible, et leur marge de manœuvre était minimale. Beaucoup assuraient qu'avec le temps, le leadership du Führer était devenu inaccessible. Il ne recevait plus d'explications et n'avait plus accès aux décisions stratégiques les plus sensibles. Certains décrivaient la relation comme une chaîne brisée. Les ordres arrivaient sans contexte, et toute tentative de consultation était vue avec méfiance. Le centre de commandement s'était refermé sur lui-même, et le silence valait plus que l'expérience. Face à chaque échec, la peur dépassait la nécessité de reconsidérer les tactiques. Ainsi, la marge de manœuvre s'est réduite jusqu'à disparaître, et ce qui restait était d'obéir sans comprendre complètement la direction tracée. Les conversations avec les généraux montraient une combinaison de fierté professionnelle et de besoin de justification. Ils assuraient que l'armée allemande avait une tradition rigoureuse et une préparation supérieure, mais que cet avantage avait été gâché par des décisions politiques erratiques. Au lieu d'un commandement rationnel, ils avaient dû s'adapter à une chaîne d'erreurs imposée d'en haut. Beaucoup soutenaient que s'ils avaient eu une liberté opérationnelle, l'histoire aurait été différente. Mais aucun n'expliquait pourquoi ils ne s'étaient pas opposés plus tôt. Quant à la relation avec les autres branches du régime, les personnes interrogées marquèrent leur distance. Ils disaient que l'armée ne partageait ni les méthodes, ni l'idéologie de certaines organisations qui opéraient en marge du code militaire. Ils évitaient les détails embarrassants et se concentraient sur le fait de souligner la différence entre l'appareil politique et la structure professionnelle. Cette séparation leur servait à reconstruire leur rôle en tant que techniciens, et non en tant que complices. L'uniforme, disaient-ils, n'impliquait pas d'adhésion à ce qui se passait en dehors du champ de bataille. Cependant, le récit se brisait lorsqu'on les interrogeait sur les décisions qu'ils savaient qui mèneraient à la catastrophe. Certains admettaient qu'ils avaient vu venir le désastre en Russie ou sur le front occidental, mais qu'ils n'avaient pas été écoutés. D'autres disaient qu'ils avaient tenté de retarder certains ordres ou de modifier des plans pour sauver des vies, bien que toujours sans résultat. La marge de manœuvre était si réduite qu'agir de son propre chef signifiait la fin immédiate. Dans ce contexte, beaucoup reconnaissaient que la guerre était devenue une question d'endurance plus que de stratégie. Il ne s'agissait plus de gagner, mais de résister à l'inévitable. Malgré cela, ils continuaient d'exécuter les ordres avec précision. La logique était claire, tant qu'il n'y avait pas de reddition officielle, la discipline devait être maintenue. Même s'ils savaient qu'ils exécutaient des décisions insensées, ils n'envisageaient pas de désobéir. Cette obéissance fut la dernière ligne qui resta intacte jusqu'à l'effondrement. Au final, ces voix ne révélaient pas tant sur la guerre que sur la façon dont les hauts commandements ont fait face à la défaite. Plus que de revoir les faits, ils cherchaient à les réinterpréter depuis une position qui leur permettrait de rester des professionnels sans charge morale.
Le passé était réordonné pour s'intégrer dans un récit où ils n'étaient pas coupables, mais des témoins limités par le contexte, et bien qu'ils reconnaissent des erreurs tactiques ou des déséquilibres logistiques, ils évitaient de toucher au cœur du problème, l'obéissance sans résistance. L'architecte de l'horreur, la gestion de guerre selon Speer. Le jour où Speer fut nommé ministre de l'Armement, le système industriel du Reich fonctionnait au bord de l'effondrement. Les réunions cessèrent d'être de simples échanges administratifs pour devenir des sessions opérationnelles où chaque tonne comptait. Dès son arrivée, il transforma son bureau en une centrale d'opération qui coordonnait les flux de matériaux, ajustait les calendriers de livraison et modifiait les itinéraires logistiques en temps réel. Sa méthode ne découlait pas de théorie, mais de la résolution de goulots d'étranglement par des solutions concrètes. Au lieu de reformuler la structure générale, il optimisa chaque engrenage, assemblage, transport, distribution. Là où d'autres voyaient le chaos, il imposait des séquences. Son intervention ne changea pas la logique de guerre, mais transforma le chaos en une chaîne de production cohérente et soutenue. Malgré sa jeunesse, il évoluait avec aisance au milieu d'hommes aguerris par des années de hiérarchie. Il ne donnait pas d'ordre d'une voix forte, mais présentait des résultats. Pendant des mois entiers, il dormait dans son bureau, traversait le pays dans des trains spéciaux et réorganisait des ateliers qui suivirent jusqu'alors des routines civiles. Il n'y eut aucune pause. Les usines métallurgiques d'Essen, les lignes d'assemblage de Cassel, les fonderies de Linz, toutes passèrent entre ses mains. Il ne tolérait aucune interruption, même lorsque Himmler envoyait des délégations pour imposer des mesures parallèles. Toute intervention qui ne répondait pas à la logique de production était annulée avec des chiffres et des délais. Göring le détestait. Depuis son bureau surchargé de trophées et de tapis, le vieux maréchal voyait comment son influence se diluait face aux rapports de performance que Speer remettait directement à Hitler. La dispute n'était pas idéologique, elle était technique. Tandis que l'un parlait d'autorité, l'autre répondait par l'efficacité. Pendant les premiers mois, ils s'affrontèrent pour le contrôle des ressources du plan de 4 ans. Speer s'imposa sans élever la voix, en bloquant simplement les fournitures aux départements qui ne respectaient pas les normes établies. Son ministère absorbait des fonctions sans faire de bruit, et en moins d'une année, il avait supplanté l'ancien système. Hitler observait avec approbation. Il ne cherchait pas un politicien, il cherchait quelqu'un qui ferait tourner la machine sans poser de questions. Chaque visite du Führer aux usines du Reich se transformait en une exposition technique. Ils ne parlèrent pas d'idéologie, ils parlèrent d'arbres de transmission, de fours de fusion, de rendement par heure. La confiance entre les deux grandit, mais ce ne fut jamais une relation d'amitié. Hitler admirait sa capacité d'exécution, et Speer s'accrochait à cette admiration pour conserver une autonomie sans précédent. Sous sa gestion, les équipes de production furent multipliées, le transport ferroviaire fut centralisé et toute duplication dans les processus industriels fut éliminée. Dans son bureau, les murs ne comportaient aucun symbole partisan, seulement des cartes, des statistiques et des plans. Il déléguait avec précision, mais intervenait lorsque quelque chose menaçait le rythme général. Chaque retard d'une usine en Autriche, chaque défaut d'approvisionnement en acier dans la Ruhr était signalé en temps réel. Il n'y avait aucune marge d'erreur. Tandis que la guerre se déplaçait vers l'Est, il maintenait intact le flux de munitions, de chars et de pièces d'aviation. Quand l'un des hauts responsables tentait d'imposer des mesures qui compromettaient la production, il se heurtait à un front uni. Speer protégeait son système avec la même détermination qu'un général défendant une position. Dans ses échanges avec Himmler, tout était calculé. Il ne l'affrontait jamais directement, mais ne cédait pas non plus à ses interférences. Lorsqu'étaient représentées des demandes pour assigner du personnel ou des installations à des fonctions étrangères au front, il répondait par des tableaux comparatifs et des prévisions d'impact. Il n'était pas un négociateur, il était un technicien doté de pouvoir. Chaque conflit se résolvait non par des discours, mais par la pression constante de l'approvisionnement militaire. Personne au sein du cercle d'Hitler n'avait réussi à opérer avec autant d'indépendance sans provoquer de représailles. Les trains qu'il coordonnait ne s'arrêtèrent pas. Jour et nuit, pièces d'artillerie, blindages, moteurs et fournitures traversèrent le Reich en séquence millimétrique. Lorsque les bombardements alliés endommageaient les usines principales, il activait des réseaux de réserve qui étaient déjà préparés. Il n'a jamais cessé d'anticiper. Dès ses premiers mois en fonction, il avait prévu des duplications cachées, des itinéraires alternatifs,
des dépôts dispersés. Il savait que les fronts ne se maintenèrent pas avec des idées, mais avec des tonnes. Tandis que d'autres parlèrent de l'esprit allemand, il parlait de rendement par tonne de charbon. Même durant la dernière année de la guerre, lorsque d'autres ministères s'effondraient, l'appareil que Speer avait affiné continuait de fonctionner avec une précision technique. Plus qu'une extension du pouvoir politique, son réseau logistique fonctionnait comme une structure autonome qui répondait à des métriques, non à des discours. Au milieu du bombardement de Berlin, les trains partaient encore parce que le système avait été conçu pour se maintenir sans besoin d'endoctrinement ni de loyauté personnelle. Aucune unité ne combattait sans avoir reçu d'équipement sous sa direction. Aucun front ne pouvait se maintenir sans la séquence qui sortait de ses dépôts. Pendant des mois entiers, son influence fut aussi décisive que celle de n'importe quel commandant de terrain, bien qu'il n'ait jamais tiré une arme. Non par ambition, mais par structure. Chacune de ses décisions se traduisait en heures de combat, en colonnes blindées, en munitions livrées à temps. Et lorsque le Reich s'effondra, ce ne fut pas son système qui échoua en premier. Ce fut l'armée qui se replia, les lignes qui cédèrent, les commandements qui hésitèrent. Sa machinerie, bien que blessée, tournait encore. Jusqu'à la fin, les trains partaient, les usines résistaient, et les rapports continuèrent d'arriver. Speer n'a pas construit un empire idéologique, il a construit un moteur qui ne cessait de fonctionner. La trahison de l'intérieur, la conspiration de Stauffenberg. Tous les uniformes du Reich ne cachèrent pas une loyauté absolue. Dans la pénombre des bureaux militaires, tandis que les fronts s'embrasaient, un groupe d'officiers allemands tissait la seule tentative sérieuse de briser le régime de l'intérieur. Klaus von Stauffenberg, l'homme qui donnerait son nom à l'opération, n'est pas apparu de nulle part et n'a pas agi seul. La gestation du complot fut longue, sinueuse et pleine de doutes. Autour de lui gravitaient des figures qui, plus que des révolutionnaires, étaient des officiers professionnels convaincus que la direction imposée par Hitler mènerait le pays à la destruction. Bien qu'ils partageassent l'uniforme, leurs visions étaient différentes. Tous ne cherchèrent pas à démocratiser l'Allemagne. Certains cherchèrent seulement à freiner la catastrophe. Les premiers doutes n'ont pas surgi des défaites, mais de la tournure que prenèrent les ordres, même au milieu des victoires. À mesure que les campagnes avançaient, plusieurs officiers commencèrent à remarquer que les décisions stratégiques répondaient à des impulsions personnelles et non à des évaluations professionnelles. Hitler intervenait dans les détails opérationnels sans consulter ses chefs de terrain, et cette interférence constante générait de l'inconfort. L'offensive contre l'Union soviétique marqua un avant et un après. Les rapports de pertes massives, les problèmes logistiques non résolus et le manque de coordination entre les fronts alimentèrent une inquiétude qui cessa d'être privée. Lors de rencontres discrètes, des membres du haut commandement commencèrent à envisager que freiner cette dérive nécessitait plus que des rapports. Il fallait arrêter l'homme qui les dictait. Les plans ne furent ni linéaires ni unifiés. Il y eut plusieurs tentatives précédant celles qui se concrétiseraient en juillet 1944. Certaines s'écroulèrent et par peur, d'autres par manque de moyens. Il manquait souvent le plus élémentaire, une bombe, l'accès au cercle intime, un réseau de soutien réel. La Gestapo était aux aguets, et le simple fait de partager un doute pouvait coûter la vie. C'est pourquoi de nombreuses initiatives restèrent de mauvaises idées chuchotées ou des lettres brûlées. Mais peu à peu, et avec plus de désespoir que d'espoir, se consolida un noyau dur disposant de ressources, de détermination et de connaissances suffisantes pour s'approcher d'Hitler. Stauffenberg n'était ni un outsider ni un idéaliste. Il venait du cœur de l'appareil militaire, il avait combattu, avait perdu un œil et une main, et avait progressé grâce à ses capacités. C'est précisément pour cela que son changement de position eut tant de poids. Il sut combiner son accès direct au cercle du pouvoir avec une conviction grandissante qu'Hitler devait être éliminé. Il ne parlait pas de réforme, il parlait d'action. Sa relation avec d'autres conspirateurs, comme Olbricht, Beck ou Tresco, fut essentielle pour transformer les mots en actes. Le plan fut nommé Opération Walkyrie, un nom tiré d'un protocole réel destiné à maintenir l'ordre en cas de révoltes internes. Ce qu'ils firent fut de le modifier pour qu'il serve de coup d'État déguisé. Le jour choisi fut le 20 juillet. Stauffenberg devait assister à une réunion à la Tanière du Loup, le quartier général d'Hitler en Prusse orientale. Il portait dans sa mallette un explosif activé par un minuteur chimique qui explosa, mais ne tua pas la cible.
Un changement de place à la table et l'épaisseur du mobilier amortirent l'onde de choc. La nouvelle qu'Hitler était toujours vivant se propagea rapidement et le plan s'effondra. L'opération Valkyrie, qui devait s'activer à Berlin avec l'occupation de points clés et la détention des leaders nazis, fut paralysée par l'incertitude. L'indécision fut mortelle. En quelques heures, les conspirateurs furent arrêtés. Certains, comme Stauffenberg, exécutés immédiatement. D'autres, soumis à des procès sommaires ou livrés aux tribunaux spéciaux. Les conséquences s'étendirent à travers toute la Wehrmacht. Les purges touchèrent des milliers de personnes. Le régime profita de la tentative manquée pour renforcer le contrôle, éliminer les dissidences et alimenter le mythe de l'invulnérabilité du Führer. Mais le coup laissa une trace. Pour la première fois, l'image d'unanimité était brisée. Même depuis les commandements militaires, quelqu'un avait décidé que continuer n'était pas une option. Les raisons qui ont poussé les conspirateurs n'étaient pas homogènes, et leur motivation allèrent des principes moraux à la peur de l'effondrement du pays. Il y avait ceux qui désiraient un accord de paix avec les alliés occidentaux, et ceux qui voulaient simplement un nouvel ordre sans Hitler. Ils ne partageaient ni une idéologie commune, ni un plan de gouvernement postérieur. La seule chose qui les unissait était la nécessité de mettre fin au pouvoir absolu qui avait plongé l'Allemagne dans une guerre sans issue. Ce qui s'ensuivit fut à la fois une répression et une leçon interne. Certains officiers qui avaient hésité jusqu'au dernier moment se replièrent. La terreur engendrée après l'échec de l'opération transforma toute tentative future en un suicide annoncé. Mais parmi les ruines de la tentative demeura également un témoignage. Ce noyau de résistance avait démontré que l'obéissance n'était pas unanime et que, même au centre de l'appareil, il restait des îlots de conscience. Le régime les effaça de l'histoire officielle, mais la documentation capturée, les procès-verbaux des interrogatoires et les déclarations d'après-guerre ont restitué leurs noms et leurs décisions au récit. Ce qui fut pour le régime une trahison fut pour d'autres le seul acte de dignité au milieu de l'effondrement. L'effondrement de l'intérieur, la chute et le châtiment final. Le paysage devenait plus étrange à mesure que les troupes allemandes reculaient. Ce n'était pas seulement le froid, mais la perte totale de direction. La marche se poursuivait entre les ruines, les chemins sans nom et les arbres immobiles. Au milieu du désordre, un soldat avançait par inertie, le regard baissé et le pas automatique. Il ne savait plus s'il faisait jour ou nuit. Les villes restaient derrière comme des ombres, et les corps gisant au sol se confondaient avec l'environnement. Personne ne demandait rien, car il n'y avait plus personne à qui demander. Le seul objectif était de s'éloigner du vacarme à la recherche d'un signe de refuge, ou du moins, de silence. Le front avait cessé d'exister comme ligne reconnaissable. Tout était un mélange de retraites sans direction, d'embuscades invisibles et de colonnes errantes qui ne savaient plus dans quel village elles se trouvaient. Le soldat continuait de marcher, avec moins de poids dans son sac à dos et plus dans sa tête. Il apprit à ne pas se retourner si quelqu'un tombait. Les brèves rafales d'artillerie ne surprenaient plus, elles faisaient partie du fond sonore. La glace craquait sous les pieds avec un avertissement constant. L'avancée était maladroite, soutenue par la peur de rester en arrière. Les manteaux étaient partagés comme s'ils faisaient partie d'un corps collectif. Dormir était s'exposer, alors on somnolait par moments brefs, les yeux entr'ouverts. Le soldat ne pensait plus au drapeau ni aux cartes. Parfois, il serrait une vieille lettre contre sa poitrine, comme si elle conservait encore un peu de chaleur. Ses pieds lui faisaient mal tout le temps, et le fusil était devenu un prolongement muet, plus un fardeau qu'un outil. Les ordres, quand ils arrivaient, étaient des cris sans source claire. Il n'y avait plus de hiérarchie visible. Il ne restait que des réflexes. Bouger si les autres bougeaient, se couvrir si quelque chose explosait, surveiller si quelqu'un tombait. La discipline s'était dissoute en gestes automatiques. Parfois, en tournant dans un sentier, le pas était interrompu par des corps au sol. On continuait à marcher, sans trop regarder, sans penser à rien. Si l'on apercevait un feu de camp, on s'approchait avec prudence, l'arme au poing. Personne ne parlait la même langue. Certains bredouillaient des choses insensées, d'autres répétaient des chansons avec la voix éteinte. Le soldat n'attendait ni ordre, ni miracle. Il marchait parce que s'arrêter était se rendre. La fin n'arriva pas avec une explosion, mais comme un vide progressif, une perte de rythme, une chute sans cérémonie. Ils ne s'arrêtèrent que lorsque les corps n'en purent plus.
L'ennemi n'avait pas de visage. Parfois, c'était une ombre entre les arbres. D'autres fois, un murmure dans une langue lointaine. Le soldat, couvert de givre, comprenait que le front avait disparu, qu'il ne restait ni drapeau ni bataillon. Il ne restait que ses pas, et l'écho de ceux qu'il ne donnerait plus. Quand les soviétiques étaient déjà sur la Prusse orientale, beaucoup de commandants locaux refusaient encore de permettre aux civils de fuir. L'encerclement progressait, mais dans plusieurs régions, les fonctionnaires du parti continuaient d'ordonner la défense totale de villages condamnés. L'appareil administratif, déjà détérioré depuis le bombardement de Hambourg et la chute des Balkans, commença à se fissurer avec des ordres contradictoires, des évacuations mal organisées et l'absence quasi totale de transport. Certains intendants locaux continuaient d'attendre des renforts promis depuis Berlin, tandis que d'autres fuyaient seuls. Il n'y eut pas de retraite synchronisée, seulement des vides que chaque ville combla comme elle put, improvisant des comités qui tentaient de négocier des redditions partielles, tandis que les bataillons les plus fanatisés exécutaient ceux qui suggéraient de cesser la lutte. Dans des villes comme Kassel, Erfurt ou Zwickau, beaucoup de maires furent remplacés par des membres du parti sans expérience militaire, qui ordonnaient de défendre chaque rue comme si c'était le Reichstag. À mesure que les communications se rompaient et que les ministères perdèrent contact avec les provinces, Hitler tenta de maintenir son contrôle en signant des décrets depuis le bunker. Là, il continuait de nommer des commandants de régions qui n'existèrent plus. Son cabinet ne se dissout pas formellement, mais personne ne savait qui obéissait à qui. Le système administratif se fragmenta en chaînes de commandements parallèles. L'armée répondait à ses propres généraux. Le parti créait des réseaux du Volkssturm qui savaient à peine utiliser un fusil. Et les Gauleiter imposaient des décisions qui ne se coordonnaient ni avec les divisions, ni avec la police. Dans les plus petits villages, cette confusion se traduisit par des affrontements internes. Alors que certains officiers négociaient avec les Alliés pour protéger les habitants, les fidèles au serment continuaient d'organiser des escouades suicides. Chaque région vécut sa propre fin, sans plan commun. Certains se rendirent sans résistance, d'autres prolongèrent le désastre des semaines de plus, comme cela se produisit à Breslau ou Küstrin. L'idée de capitulation était impensable pour beaucoup de hauts responsables, non par espoir, mais par peur. Ils savaient que la reddition impliquerait de répondre de décisions prises pendant des années. C'est pourquoi de plus en plus de dignitaires ont choisi de ne pas attendre le tribunal. Du Gauleiter aux maires municipaux, ils ont commencé à être retrouvés morts chez eux, dans leurs bureaux, parfois avec leurs familles. Dans les registres de localités du Sud, il y a eu des villages où le maire, le chef de la poste et le directeur de l'école sont morts le même jour, sans qu'aucun ordre de reddition ne soit encore arrivé. Le silence final fut personnel, non coordonné. Et ce n'était pas toujours par culpabilité. Beaucoup craignaient les abus de l'armée rouge, d'autres n'étaient pas disposés à affronter les conditions d'un camp de prisonniers. Mais l'effondrement ne fut pas seulement physique. Dans de nombreux cercles du pouvoir, le sentiment de défaite s'était déjà installé des mois auparavant. Simplement, personne ne le disait à voix haute. Pendant ce temps, sur la frontière orientale, ceux qui restaient continuèrent d'essayer de se replier vers l'ouest. Les colonnes de blessés, d'unités brisées et de familles déplacées avançaient entre des tranchées abandonnées et des restes de villages incendiés. Certains groupes sont allés jusqu'à parcourir 800 kilomètres à pied sans savoir s'ils trouveraient de la nourriture ou s'ils arriveraient avant les Russes. Il n'y avait pas de ligne claire, ni de cartes utiles. Beaucoup se guidaient par des rumeurs ou suivaient le groupe précédent sans savoir où il allait. Durant ces trajets, nombreux sont ceux qui sont morts gelés. D'autres sont tombés d'épuisement ou ont été touchés par des bombardements alors qu'ils traversaient des ponts improvisés. Ce n'était pas une retraite, c'était une dissolution. Les commandants laissaient derrière eux les traînards sans attendre. La consigne n'était plus de vaincre, mais de fuir. Ceux qui furent capturés ont fait face à un destin qui était à peine raconté à voix haute. Les déportations vers l'Est ont commencé immédiatement. Beaucoup de soldats furent emmenés en Ukraine, en Biélorussie ou en Sibérie. Là les attendaient des camps de travaux forcés où il n'y avait ni uniforme ni nom, seulement des numéros. Les interrogatoires étaient routiniers, mais tous ne survivèrent pas au premier hiver. Dans les lettres retrouvées, les prisonniers racontaient comment ils partageaient des couvertures avec 4 personnes, comment le pain était mesuré en grammes et comment l'eau gelée était grattée avec des couteaux pour la chauffer sur une bougie. La plupart ne savaient pas dans quel pays ils se trouvaient. Certains crurent qu'ils ne reviendraient jamais.
Les réponses à leurs familles, quand elles arrivaient, étaient censurées, et beaucoup ne mentionnaient ni le lieu ni les conditions. Ils demandèrent seulement de ne pas les oublier. Dans un témoignage, un soldat capturé près de Königsberg décrit comment, à son arrivée au camp, il n'y avait pas de baraquement, seulement des tranchées. Ils dormaient sous terre, recouverts de planches humides. Leur tâche comprenait la reconstruction de ponts, l'extraction de bois ou le déminage. Les accidents étaient fréquents et non déclarés. Nombre de ceux qui ne mouraient pas d'infection commencèrent à perdre la mémoire ou à parler seuls. La désorientation devint la norme. Dans un autre cas rapporté par sa famille, un caporal parvint à rentrer en Allemagne de l'Ouest en 1953 et ne se souvenait plus de sa langue maternelle. Ses lettres du Kazakhstan ne consistaient qu'en de courtes phrases, sans verbe ni signe. Sa mère le reconnaissait à la façon dont il écrivait son nom. La captivité ne prit pas fin avec la guerre. Des milliers de soldats restèrent dans les camps jusque dans les années 1950. Les autorités soviétiques décidèrent d'en retenir un grand nombre comme main-d'œuvre pour reconstruire les régions détruites par l'invasion allemande. Cette rétention n'était pas perçue comme une punition individuelle, mais comme une compensation collective. L'idée de justice impliquait une souffrance proportionnelle, et dans de nombreux cas, leur retour était accueilli avec suspicion. Dans les zones contrôlées par les Alliés, certains prisonniers libérés étaient à nouveau interrogés par les autorités militaires allemandes. Des questions étaient soulevées quant à leur loyauté, leur lien avec l'ennemi ou leur possible collaboration. Ceux qui rapportèrent des récits trop horribles étaient considérés avec distance, comme s'ils étaient les souvenirs gênants d'une défaite que beaucoup s'efforçaient d'occulter. À l'intérieur du pays, les récits de ces prisonniers furent rarement entendus. Certains retournèrent dans des foyers qui n'existèrent plus. D'autres trouvèrent leurs épouses mariées à des voisins ou leurs enfants, appelant un autre homme « père ». La réintégration fut discrète, presque invisible. Il n'y eut ni hommage ni compensation, seulement de longues files d'attente dans des bureaux où l'on discutait s'ils avaient droit à une double ration ou à une aide pour reconstruire une maison qui n'était plus là. Beaucoup choisirent de ne rien raconter. Ils préféraient garder le silence plutôt que de revivre les années qui leur avaient été arrachées. Et dans ce silence, la guerre ne se termina pas tout à fait. Ce silence qui demeura après la défaite ne marqua pas seulement le retour des prisonniers, mais aussi l'effondrement de tout un système construit sur l'illusion du contrôle. L'Allemagne ne perdit pas la Seconde Guerre mondiale sur un seul front, ni lors d'une seule bataille. Sa défaite fut le résultat d'une accumulation de faiblesses que le régime refusa d'affronter. Une économie qui ne parvint jamais à soutenir le rythme de la guerre, des lignes de ravitaillement débordées par la vitesse de l'offensive, une armée divisée sur deux fronts impossibles et un leadership qui finit isolé et sans vision. Lorsqu'Albert Speer tenta de réorganiser la production en 1942, il était déjà trop tard. La machine de guerre ne pouvait pas compenser le terrain perdu ni inverser l'effondrement du pouvoir. La guerre que l'Allemagne commença avec rapidité et arrogance se termina en retraite, pénurie et désordre. L'ennemi supposé faible, l'Union soviétique, démontra une capacité de résistance et de mobilisation qui dépassa même les prévisions les plus optimistes du Reich. Pendant ce temps, la figure d'Hitler, centrale au mythe du pouvoir absolu, fut réduite au silence d'un bunker, culminant par un acte final que beaucoup interprétèrent comme la clôture symbolique du régime. Ce documentaire ne reconstitue pas seulement une défaite militaire, mais une chute structurelle. Ce qui se défit ne fut pas seulement une armée, mais une idée de domination qui ne mesura jamais ses propres limites.